Bonjour tout le monde, mon nom c'est Kate Butch. Je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société SLA du Québec. C'est mon grand plaisir d'introduire ce soir Madame Justine McHugh de Deuil Jeunesse. Elle va faire une présentation reliée les enfants et des maladies graves et comment parler avec. Donc, je laisse Justine faire la suite. Merci beaucoup, Kate. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Ce sera pas bien long, puis ensuite, je vais me présenter. Donc, c'est possible peut-être simplement de me confirmer si vous voyez bien ma présentation. Peut-être un petit signe de tête. Parfait. Donc, effectivement, je me présente, Justine Mékiou, je suis travailleuse sociale et directrice clinique à l'organisme Deuil Jeunesse. J'aurai l'occasion de vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Aujourd'hui, je viens spécifiquement vous parler de la SLA, mais surtout de comment on peut aborder cette question-là en famille pour soutenir nos enfants et nos adolescents. Donc, je suis moi-même intervenante auprès des familles depuis 18 ans que je suis à Deuil Jeunesse. J'ai aussi un volet de direction clinique, donc de supervision, de coaching professionnel, de conférences. Donc, c'est dans ce cadre-ci que je viens vous entretenir aujourd'hui. Donc d'abord, qu'est-ce que Deuil Jeunesse? Deuil Jeunesse, c'est un organisme de bienfaisance qui est là pour vraiment favoriser le mieux-être des jeunes, mais aussi des adultes. Donc, je me permets de le nommer parce que parfois, avec le nom Deuil Jeunesse, on pense que c'est vraiment dédié uniquement aux jeunes. Mais non, on est là vraiment pour les jeunes, les adultes et les familles qui vivent une réalité qui est reliée soit au deuil d'un proche, donc vraiment quand il y a la mort de quelqu'un de significatif. Ça peut être dans des contextes également de maladies graves, que ce soit une maladie donc avec un pronostic de mort imminente ou encore une maladie dégénérative ou une maladie chronique. Donc, du moment où cette maladie-là amène des changements importants dans la famille, on est présent également. Puis sinon, on est là dans d'autres contextes de perte, donc au niveau de la disparition et de l'abandon parental. Donc, c'est sûr que notre mission est vraiment centrée autour des pertes, autour de tous les changements que ça va amener au sein de la famille. On est vraiment là pour accompagner, pas pour changer la situation, mais bien pour favoriser un mieux-être là, chez les gens. On a différents services, donc je permets de vous en parler parce que ça peut quand même être intéressant à différents niveaux. La porte d'entrée de Jeunesse, c'est vraiment notre ligne d'intervention spécialisée. Donc, c'est une ligne téléphonique sans frais où les gens peuvent communiquer avec nous du lundi au vendredi. Ce n'est pas en tant que tel une ligne d'écoute, c'est vraiment une ligne plus pour outiller les gens. Donc, ce qu'on reçoit comme situation un peu à tous les jours, ça peut être par exemple, bon, je viens d'apprendre que j'ai un diagnostic, je ne sais pas comment l'annoncer à mes enfants, qu'est-ce que je dois leur dire, à quoi je peux m'attendre comme réaction. Donc, c'est des interventions qu'on peut faire de façon très, très rapide où c'est pas nécessaire d'attendre un suivi chez nous. Vraiment, on peut outiller par téléphone. Donc, c'est quelque chose là, qui peut être accessible assez facilement. Évidemment, on peut aussi donner de l'information sur nos services, puis on peut aller évaluer avec les gens si on sent qu'il y a un besoin de soutien supplémentaire. On peut aller évaluer quelle serait la meilleure formule pour leur famille. On offre des interventions individuelles, on offre des interventions familiales, des interventions de groupe. C'est pas nécessairement un ou l'autre, c'est-à-dire que des gens peuvent bénéficier de nos suivis individuels et également de nos suivis de groupe, ou peuvent choisir une option ou l'autre. Donc, c'est vraiment ce qu'on évalue aussi là quand les gens font vraiment une demande de suivi chez nous. Euh, Puis on est vraiment là pour tous les âges. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, c'est autant pour les enfants. Puis je vous dirais qu'on peut rencontrer les jeunes à partir de 2 ou 3 ans, là, dès qu'il y a un certain niveau de langage qui est présent. Avant ça, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de faire des interventions avec des enfants de moins de 2 ans. Souvent, on va être plus dans outiller les parents, par exemple, sur comment accompagner leur tout petit. Mais vraiment, dès qu'il y a un certain niveau de langage, c'est possible là, de les rencontrer. Puis on rencontre les enfants d'âge préscolaire, primaire, secondaire, les jeunes adultes, les adultes. Donc, on peut intervenir aussi auprès des parents.
Donc vraiment pour toutes les tranches d'âge. On offre un service de coaching professionnel aussi, donc qui s'adresse moins spécifiquement finalement aux familles, mais plutôt aux professionnels qui accompagnent ces familles-là. Donc, c'est aussi possible de nous appeler justement pour savoir ben, comment je peux mieux intervenir, comment je peux les guider dans telle situation. On a notre volet de conférences, formations et ateliers. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là que je suis ici ce soir. Mais on peut faire des ateliers sur mesure à la demande. Donc, c'est simplement de nous appeler, puis on peut vraiment s'ajuster. Sinon, on a le programme Fini les tabous qui est pour les écoles. J'explique brièvement, mais c'est vraiment pour aller préparer finalement nos jeunes à vivre des pertes. On sait que ce sont des réalités qui peuvent toucher tout le monde un jour dans leur vie. Donc, nous, on part du principe que plus on va en parler tôt dans la vie de nos jeunes, mieux ils seront équipés à faire face à ce genre de réalité-là lorsque ça se présentera. Ça nous permet aussi de les accompagner si jamais ils ont un ami qui vit cette réalité-là. Donc, on peut se déplacer sur demande là, dans certains milieux scolaires. Finalement, j'ai mis notre site web parce qu'il y a plusieurs outils quand même disponibles aussi en ligne dans notre boîte à outils. J'en ai mis un, entre autres, là, en image, donc mon histoire au cœur de sa maladie, qui est quand même très, très appropriée dans les contextes de maladies graves, puis qui peut être une belle porte d'entrée justement pour aborder le sujet de la maladie avec nos jeunes. Euh, Dans le fond, c'est comme un cahier d'accompagnement avec des questions à l'intérieur. C'est pour à remplir par les jeunes. Aujourd'hui, c'est sûr que je vais vous donner certains repères, certaines balises sur comment mieux aborder la SLA en famille. Mais sachez que ce cahier-là peut quand même être intéressant pour faciliter la discussion. Parfois, faire remplir une page avec notre enfant. Donc, ça peut être vraiment un outil de communication efficace pour amorcer des discussions quand on sait que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, ça, c'est un des outils qui est disponible, mais il y en a d'autres aussi disponibles en ligne. Donc, entre autres, comment annoncer un diagnostic de maladie, comment annoncer un décès. Vous pourrez aller explorer parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, voilà pour Deuil Jeunesse. On est situé principalement, on est au Québec, évidemment. Le siège social est à Québec, mais on a quand même des points de service dans plusieurs régions. Entre autres, on est présent à Mauricie, on est présent à Montréal, on est présent à Montérégie, donc du côté de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est également en Chaudière-Appalaches du côté de Lévis. Donc, c'est nos points de service physiques, en plus de celui de Québec. Mais je me permets quand même de mentionner qu'on est présent pour l'ensemble du Québec et même du Canada si d'autres gens souhaitaient nous appeler. Notre ligne téléphonique est vraiment accessible à tout le monde. À ce moment-là, c'est certains de nos services peut-être qui sont pas disponibles partout. Donc, c'est sûr que pour les rencontres en personne, c'est vraiment dans nos points de service physiques. Par contre, on offre également des suivis en visioconférence ou des suivis téléphoniques. Donc, peu importe où les gens sont, ils peuvent communiquer avec nous, puis on voit avec eux les modalités possibles pour les soutenir. On a un point de service en France, en Bretagne, donc c'est sûr que c'est plus du côté de l'Europe, mais quand même, simplement vous informer là, que notre expertise est quand même diffusée à différents endroits, puis elle est accessible là, à quand même plusieurs personnes. Ma présentation est en français, mais on a également des services en anglais. On a des intervenants là, accessibles en anglais. Espagnol est également possible. Sinon, c'est sûr qu'il peut toujours y avoir des interprètes aussi, mais pour l'instant, là, c'est dans ces langues-là que nos services sont offerts. Donc, je me permets maintenant de rentrer plus dans le vif du sujet, ce qui nous amène ici aujourd'hui. Comment parler de la SLA avec mon enfant? C'est une question qu'on reçoit fréquemment quand les gens nous appellent ou même lors des suivis qui sont entamés chez nous. On sent parfois qu'il y a un malaise à aborder la maladie et ça part d'un bon réflexe quand même. Ça part très souvent du réflexe où les parents et les adultes autour des jeunes veulent les protéger. Donc souvent, on se retrouve avec une dualité entre le côté plus rationnel et le côté plus émotionnel, c'est-à-dire que on sait parfois qu'on devrait en parler, qu'on devrait donner de l'information, mais en même temps,
on bascule un peu du côté où on voudrait maintenir nos enfants plus dans ce qui est beau, les protéger, leur présenter la vie avec un regard peut-être un peu plus rose. Euh, c'est tout à fait normal, c'est un contexte là, qu'on rencontre fréquemment, puis on le sait que il y a souvent un tiraillement un peu entre les deux. Fait que le défi, dans le fond, quand on veut parler de la SLA ou de toute autre maladie, c'est de se questionner sur qu'est-ce que ça va faire si j'en parle et qu'est-ce que ça va faire si je n'en parle pas. Puis c'est un peu cette position-là qu'on adopte à Deuil Jeunesse de vraiment amener à réfléchir, mais surtout à présenter aussi les impacts finalement de un et l'autre. Aujourd'hui, évidemment, je suis là pour vous présenter plus les bonnes pratiques. Donc, c'est sûr que ce qu'on constate, c'est que parfois, par notre désir de protéger, on va cacher certaines informations, on va taire certaines informations, parfois on va éviter d'en parler. Puis ce qu'on sait, c'est que en général, c'est plus dommageable qu'autre chose quand on adopte cette attitude-là. Donc, on va partir d'un principe de base aujourd'hui, qui est quand même très important pour nous à Deuil Jeunesse. En fait, je veux vous amener l'idée que la sécurité réside dans la vérité. Donc, on va partir du principe, vous allez voir que tout ce que je vais vous proposer ce soir est teinté là, de cette grande idée-là où c'est important finalement de dire les vraies choses, où c'est important d'en parler, parce que c'est ça qui va réellement plus protéger nos enfants, puis c'est ça qui va nous aider à les accompagner finalement face à la maladie. Donc, on part de ce grand principe-là et on part aussi de l'idée que ce qu'on sait pas, ça s'invente. Puis là, vous avez des images là, de différents réseaux sociaux et tout ça. Euh, la réalité de nos jeunes, c'est que très tôt, ils sont connectés sur Internet et très tôt, ils vont avoir accès à différentes informations. Donc, si comme parents, si comme professionnels, on fait le choix de ne pas les informer, bien souvent, ce que nos jeunes vont faire, c'est qu'ils vont eux-mêmes aller chercher leurs propres réponses. Et là, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont tomber sur différentes informations qui peuvent être bonnes ou qui peuvent être mauvaises. Puis c'est là où ils vont entrer beaucoup plus dans les scénarios dans leur tête, où ils vont s'imaginer peut-être la gravité, où ils vont s'imaginer ce que ça fait dans le corps d'avoir cette maladie-là, où ils vont s'imaginer toutes sortes de choses et où ils vont se poser des questions qu'ils oseront peut-être pas exprimer si on leur a pas permis finalement, si on n'a pas ouvert le dialogue avec eux. Donc, je vous disais, la sécurité réside dans la vérité. Ben, on va vouloir idéalement aller leur en parler. On va vouloir amorcer la discussion avec eux pour qu'ils n'aient pas à chercher eux-mêmes leurs réponses et pour qu'ils aient les informations justes et qu'on puisse le vivre en famille. Donc, ça va être nos grands principes de base là, pour ce soir. Donc, je vais commencer par un premier thème. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà annoncé la maladie, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas encore parlé. Mais la première étape, souvent, quand on reçoit un diagnostic de maladie grave, la première étape, c'est de se poser la question, est-ce que j'en parle à mon enfant? Est-ce que je lui annonce que j'ai cette maladie-là? Et si oui, comment je fais ça? Donc, les principes qui devraient guider l'annonce, normalement, c'est vraiment de faire cette annonce-là le plus rapidement possible après avoir reçu le diagnostic. Évidemment, il faut prendre le temps de l'intégrer, il faut prendre le temps parfois d'apprivoiser ce diagnostic-là pour soi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagnostic qui arrive dans la vie d'une famille, ben, ça fait vivre des choses quand même aux personnes qui ont cette maladie-là, puis ça fait vivre des choses à leurs proches. Donc, les enfants, si on ne leur explique pas ce qui se passe à la maison, si on ne leur explique pas pourquoi il y a des discussions peut-être entre deux personnes, si on ne leur explique pas, ils vont sentir quand même qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on suggère vraiment de le dire le plus rapidement possible pour éviter, encore une fois, que les enfants s'inventent peut-être ce qui est en train de se passer. Donc, on veut faire ça dès que possible. Idéalement, tous les enfants d'une même famille ensemble. Donc, c'est-à-dire que même si on a des enfants d'âges différents, mais ce qu'on va prioriser, c'est vraiment de tous les inclure ensemble.
Pourquoi on veut faire ça? C'est que c'est très difficile de refaire exactement 2 fois la même annonce. Puis c'est déjà quand même une étape importante pour la famille. Donc, on veut éviter finalement de devoir multiplier les occasions, on va le dire. Et on veut que tout le monde entende la même chose au même moment. Donc, on veut éviter que si je le dis à un premier enfant, puis que cet enfant-là, par la suite, pose une question, mais que lui ait une réponse auquel l'autre enfant n'a pas nécessairement accès. Fait qu'on veut vraiment mettre tous les enfants ensemble. Évidemment, il faudra ajuster le niveau de langage à l'enfant le plus jeune pour s'assurer là, que l'information est quand même bien comprise par tous. Annoncer une maladie grave, idéalement, ça se fait par le ou les parents. C'est pas une tâche d'intervenant. C'est vraiment quelque chose qui devrait se vivre en famille. Quelque chose où, dans le fond, on devrait, même si c'est la personne peut-être qui porte le diagnostic de maladie ou encore l'autre parent, qui devrait pouvoir aborder le sujet avec ses enfants. Pourquoi? C'est parce que c'est cette personne-là qui a souvent le lien le plus significatif. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est ça facilite finalement la discussion dans la famille. Donc, on voudrait pas amener un intervenant externe qui a aucun lien significatif avec l'enfant ou les enfants. On voudrait éviter ça. On veut y aller avec les vrais mots. Donc, même si on se dit que notre enfant n'a jamais entendu parler de la SLA, on va quand même nommer SLA. Puis on expliquera ce que ça veut dire après. Fait qu'on veut avoir des mots précis pour y aller vraiment, les aider à intégrer vraiment la réalité. Donc, on veut éviter des mots flous comme par exemple, il est très, très, très malade. Ou à ce moment-là, l'enfant pourrait associer que, ben, par exemple, quand j'ai eu la gastro, j'ai été très, très, très malade, alors que finalement, c'est pas du tout le même genre de maladie. Donc, on veut vraiment nommer le nom de la maladie. On veut y aller franchement, donc dans la vérité, mais aussi avec simplicité. Donc, on n'a pas besoin de tout, tout, tout expliquer lorsqu'on est vraiment dans l'annonce. On veut y aller très directement avec l'état réel des choses. Donc, à quoi ça pourrait ressembler plus concrètement euh, lors d'une annonce? C'est vraiment, j'ai appris que j'avais une maladie qu'on appelle la SLA. Donc, très clairement énoncer ce que c'est. Ensuite, on pourrait aller vérifier. T'as-tu déjà entendu parler de cette maladie-là? Est-ce que tu sais ce que c'est? Puis là, on pourrait repartir si on a certaines réponses. Oui, j'en ai déjà entendu parler. OK, qu'est-ce que tu connais de ça? Puis rectifier au besoin. Mais sinon, on peut vraiment aller même décrire la SLA. Ce que ça veut dire, c'est la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie dégénérative qui est incurable. Une annonce, c'est ça. Puis si on a des tout petits, dégénérative, qu'est-ce que ça veut dire? On peut expliquer aussi. Donc, c'est une maladie qui va être sur le long cours où on va perdre graduellement des capacités. Donc, on va trouver des façons d'aller expliquer un petit peu plus en détail. Et évidemment, on va nommer que c'est une maladie qui est incurable, donc on ne peut pas guérir. Donc, on va vraiment donner l'état réel des choses pour que nos enfants, graduellement, euh, apprivoisent finalement cette réalité-là. Parfois, il va y avoir des questions très rapidement qui vont venir au moment de l'annonce, mais parfois, les enfants vont simplement retourner à leurs activités et pas nécessairement réaliser ce que ça veut dire tout de suite. Donc, il faut aussi idéalement être prêt à accueillir les réactions ou les questions qui vont venir sur le coup, mais il faut aussi sentir que c'est normal s'il n'y a pas tant de réactions sur le coup, puis aller ouvrir la porte à peut-être que tu auras des questions plus tard, tu pourras m'en reparler. Dans le fond, nommer qu'on on laisse la porte ouverte et le dialogue ouvert finalement pour en parler à un autre moment. Fait qu'au moment de l'annonce, on n'est pas nécessairement à annoncer tout ce qui s'en vient. On est vraiment centré sur l'annonce et non pas tous les changements à venir, à moins que déjà on ait des questions qui viennent de nos jeunes. À ce moment-là, on peut y répondre. Mais
pour diminuer des fois la pression qu'on peut se mettre là, sur les épaules de ce moment-là. On peut se dire, OK, là, ma tâche en ce moment, c'est d'annoncer, c'est ma priorité, je dois donner une information de base, puis on verra pour la suite, on pourra expliquer par la suite des choses. Donc ça, c'est un moment quand même clé, l'annonce. Puis si jamais il y en a qui entendent ce soir ces propos-là, puis qui disent, ah, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça comme ça. L'idée ce soir, ce n'est pas de se taper sur la tête ou de se dire qu'on a mal fait les choses. Quand on fait les choses, on le fait toujours dans le meilleur intérêt de notre enfant en fonction de ce qu'on sait à ce moment-là. Donc, ça peut arriver effectivement qu'on se rende compte que par amour pour notre enfant, on a caché de l'information, on n'a pas tout dit. Mais à ce moment-là, c'est simplement de revenir puis de dire, tu sais, quand je t'ai annoncé ça, je t'ai dit que c'était une grosse maladie, mais je t'ai pas nommé le nom. Ben, aujourd'hui, je sais que ça serait peut-être important que tu saches le nom. On peut revenir sur ce qui a déjà été fait, puis aller préciser certaines choses. On peut expliquer même à notre enfant, je savais pas que c'était important de faire ça. Maintenant, je le sais, donc on vient bonifier. OK? Fait qu'il n'y a pas d'erreur fatale, là, si jamais on a pas fait ça de la bonne façon. Donc, je veux vraiment qu'on entende ce soir que c'est possible de revenir aussi sur ce qui a été dit, puis de juste simplement aller rectifier les informations qu'on a données là, une première fois. Donc, la maladie grave, euh, du côté de deuil jeunesse, évidemment, on est très en contact avec les pertes, on est en contact aussi avec la mort. La maladie grave, c'est quand même le seul contexte où on peut préparer la mort qui s'en vient parce qu'on peut voir venir un peu plus cette mort-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que on a quand même cette partie-là à aller travailler avec nos jeunes. Est-ce qu'on la prépare dès le début? À quel moment on en parle? Ben, c'est un petit peu ce qu'on va regarder. Moi, je vais vous présenter trois concepts clés là, qui sont quand même intéressants pour nous. Nous, on aime bien se donner des petits repères, donc je vais vous présenter nos trois P qui sont là pour vous aider là, peut-être à retenir certains concepts. Fait que dans le fond, ce qu'on veut dans les contextes de maladies graves, c'est parler, participer et préparer la mort si elle se présente. Et je vais prendre le temps de détailler un peu chacun de ces éléments. Donc, parler, on vient déjà de se nommer que c'était important de faire l'annonce de la maladie. Fait que dans le fond, ce qu'on veut d'en parler, c'est vraiment informer le jeune, peu importe son âge, de tout ce qu'il a besoin de savoir. Puis ça, c'est vraiment important de ne pas exclure nos tout petits. De ne pas prendre pour acquis que parce qu'ils ne comprendront pas, il faut pas leur donner l'information. Au contraire, on préfère qu'ils grandissent avec cette information-là. Les questions viendront au fil du temps, mais on veut quand même leur donner l'information de base. Donc, on fait pas de distinction là, en fonction des âges. Puis, de tout ce qu'il a besoin de savoir, ben nous, dans le fond, on part toujours du principe que quand un jeune pose une question, c'est que c'est important pour lui de savoir. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut répondre dans l'urgence? La réponse est non. Si on ne sait pas quoi répondre, on peut le dire à notre jeune. Je ne sais pas quoi te dire pour le moment. J'entends ta question. Je vais y revenir plus tard. Par contre, il faut y revenir. OK? On n'est pas obligé de répondre dans l'urgence. Mais il faut répondre aux questions. Donc, s'il y a des choses qu'il veut savoir, bien, idéalement, il faut l'informer. Parler, c'est aussi situer la maladie dans le corps. Donc, expliquer qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne, à quel endroit, pour essayer de rendre ça plus concret. Donner le vrai nom, on s'en est parlé tout à l'heure, et expliquer la gravité aussi. Donc ça, des fois, on a des parents qui sont peut-être un peu plus frileux, qui veulent pas nécessairement nommer là, à quel point ça peut être grave, à quel point il va y avoir des changements, puis tout ça. Par contre, quand on sait à quoi s'attendre, ce qu'on constate, c'est que pour un jeune, c'est rassurant. Ça permet de mieux comprendre, puis justement de voir un peu plus vers où on s'en va, donc de s'adapter graduellement. Fait qu'il faut vraiment faire attention au désir de cacher des choses. Souvent, on le fait dans un désir de protéger, mais au contraire, ce qui va beaucoup plus protéger nos jeunes, c'est d'en parler pour leur permettre justement de se préparer. Fait qu'on veut répondre avec clarté aux questions, éviter de rester dans le flou. Évidemment, ça va peut-être nous amener à être obligés d'adapter notre vocabulaire là, pour s'assurer que c'est bien compris. Mais on va vraiment essayer de donner le plus d'informations possible. Sinon, dans le volet participer, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que notre jeune aimerait s'impliquer
auprès de la personne qui est malade ou auprès des changements que ça apporte dans la maison. L'idée, ce n'est pas nécessairement de leur mettre une charge sur les épaules, mais souvent les jeunes aiment savoir ce qu'ils peuvent faire. Puis ce qu'ils peuvent faire, ça peut être des tout petits gestes, puis même les tout petits peuvent faire des choses. Donc ça peut passer ben, tu peux faire un dessin pour la personne qui est malade, donc quand elle va voir ce dessin-là, elle va savoir que tu penses à lui à apporter peut-être certains soins. Évidemment, on ne veut pas que nos jeunes deviennent des infirmiers ou des infirmières, mais en même temps, ça peut être simplement d'apporter quelque chose en soutien, passer une débarbouillette d'eau froide, apporter un verre d'eau, aider à l'alimentation. Donc, on ne veut pas leur imposer quelque chose, mais on peut leur proposer des options pour qu'ils sentent qu'ils sont partie prenante, puis qu'ils peuvent faire une différence. Parce que souvent, ça va être aidant dans le parcours de la maladie, dans l'adaptation, de sentir qu'ils sont là pour leurs proches. Donc, il faut vraiment juste simplement doser finalement à quelle hauteur ils veulent être là, puis leur laisser évidemment leur rôle d'enfant, leur rôle de jeune, mais en même temps leur proposer des options qui peuvent être significatives et intéressantes en fonction de leur âge. On veut pas les forcer non plus, donc un jeune qui ne voudrait pas s'impliquer, c'est correct aussi. Dans le fond, on veut lui laisser la liberté de participer. On lui laisse le choix, mais on peut lui proposer des choses, mais s'il dit non, moi je préfère pas, puis tout ça, c'est correct aussi. On respecte, il faut que ça vienne du jeune. Donc, mais la participation est quand même intéressante. Et finalement, notre troisième P, c'est de préparer. Donc, préparer, je disais tout à l'heure, la maladie grave, c'est la seule mort qu'on peut préparer. L'idée, ce n'est pas d'être centré sur la mort. Puis des fois, avec un diagnostic de SLA, on n'est pas nécessairement dans une mort imminente non plus. On sait que c'est une maladie qui peut pas se guérir, mais il peut se passer beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est pas de se centrer toujours là-dessus, mais c'est quand même de dire que la maladie ne se guérit pas. C'est surtout d'informer sur les changements et les symptômes à venir. Donc, de vraiment euh, situer un petit peu à quelle est l'évolution finalement de la maladie, puis préparer à ce qui s'en vient. Donc, on veut informer régulièrement et avec détail. C'est sûr qu'on va s'adapter en fonction des jeunes qui sont là. Tu sais, souvent, on va suggérer aux parents, centrez-vous sur votre jeune, puis demandez-lui, est-ce que tu veux savoir à chaque fois que j'ai un changement? Est-ce que tu veux savoir à chaque fois qu'il y a un rendez-vous chez le médecin? Est-ce que tu veux savoir telle chose? Donc, ça nous permet d'évaluer, dans le fond, ce que notre jeune veut vraiment savoir. Euh, Fait qu'il faut faire attention de pas surcharger le jeune d'informations, mais au contraire quand même de répondre suffisamment pour pas qu'il ait à s'inventer des choses. Ah, je me rends compte qu'il y a plus de rendez-vous médicaux, ça doit moins bien aller. Alors que c'est peut-être pas ça du tout. Ce sont des rendez-vous plus de routine ou ce sont autre chose. Donc, on veut vraiment que le jeune sache suffisamment où on en est pour ne pas avoir à s'inquiéter inutilement. Donc, au contraire de l'informer régulièrement, ça va l'aider finalement à ne pas se faire ses propres idées qui peuvent être parfois en décalage avec la réalité. Si on a plusieurs jeunes dans une même famille, ben on va rester attentif au rôle que chacun souhaite avoir, puis aux besoins d'informations qui peuvent être différents d'un jeune à l'autre. On peut avoir un jeune qui a besoin de plus d'informations, un autre qui a besoin de moins d'informations. Fait qu'on peut ajuster, puis à ce moment-là, donner les informations nécessaires à un, et si l'autre ne veut pas les entendre, c'est correct aussi. Il faut juste que celui qui veut moins en entendre soit conscient que il y en a peut-être un autre qui va avoir plus d'informations et qui pourrait les entendre sans avoir nécessairement voulu y avoir accès. Donc voilà. Donc ce que je vous amène vraiment là, c'est ça. On est vraiment dans la vérité, on est dans en parler, oser finalement ouvrir le dialogue par rapport à la maladie qui est en place. Donc, c'est nos principes de base pour bien aborder la SLA en famille. Maintenant, c'est sûr qu'on peut se questionner sur, mais quel genre de réaction ça va générer, ça, d'avoir le dialogue ouvert, de parler de la maladie? Est-ce que ça va susciter justement des réactions chez nos jeunes? Peut-être. En fait, assurément, je dirais même. La question, par contre, c'est plutôt de se demander, est-ce que c'est normal, cette réaction-là? Puis je vous dirais que toutes les réactions qui vont survenir peuvent être normales. Nous, on a un petit repère, notre NIP des réactions. Dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les réactions qui vont survenir dans le contexte d'une maladie grave vont être normales, ça c'est notre N, vont être imprévisibles et personnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque
personne de la famille, et c'est valide aussi pour les jeunes, chaque jeune va réagir à sa façon, donc dans une façon très, très personnelle. Puis ça, ben, ça peut arriver de façon imprévisible. Donc, parfois, on a un jeune qui va réagir plus au moment de l'annonce. Parfois, on a un jeune qui réagira pas nécessairement. Puis c'est quand il va faire une activité scolaire que là, oups, il va avoir un déclencheur qui va faire que finalement, il y a peut-être plus de réactions. Tout ça, ce sera normal. Donc, on ne s'inquiète pas outre mesure. Fait qu'un enfant qui va pleurer, ça va être normal. Un enfant qui ne va pas pleurer, ce sera normal aussi. Un enfant qui va être en colère, c'est normal. Un enfant qui n'est pas en colère aussi. Donc, on comprend que je pourrais énumérer toute une liste de réactions donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, c'est ce que je veux que vous compreniez. Parfois, comme adulte, on s'attend plus à un certain type de réaction, puis parfois on est surpris parce que c'est pas la réaction qu'on avait prévue, mais c'est normal. Donc, une fois que j'ai dit ça, à quel moment on s'inquiète? Ben, c'est plus quand il y a vraiment un changement chez notre jeune. Fait qu'un changement, puis qu'il y a un changement qui perdure dans le temps. Donc, que ce soit un changement de comportement, que ce soit un changement dans l'attitude, c'est vraiment ça qu'on va plus regarder, puis qui va être un indicateur pour nous de, oh, il y a peut-être une réaction un petit peu plus inquiétante, puis qui nécessiterait peut-être un plus grand accompagnement. Euh, Fait que, tu sais, des fois, on a des parents qui vont nous appeler puis qui vont nous dire mon jeune reste dans sa chambre. Depuis qu'on a annoncé le diagnostic, il reste dans sa chambre, il veut plus sortir. Est-ce que c'est normal? On va dire ben oui, c'est normal, mais c'est surtout ce qu'on va aller explorer, c'est comment était votre jeune avant? Parce que parfois, les parents vont se rendre compte qu'il y a des réactions, mais finalement, on se rend compte que ben, mon jeune allait toujours dans sa chambre avant qu'on annonce le diagnostic. C'est un enfant qui est peut-être un peu plus solitaire, c'est un enfant qui aime avoir sa bulle, puis c'est un enfant qui va rapidement s'isoler. Donc, on n'est pas à ce moment-là dans une réaction face au diagnostic ou face à la maladie, on est plus dans la constante de ce que ce jeune-là est. Donc, on s'inquiétera pas nécessairement, puis on se dira pas que c'est une réaction à la maladie. Par contre, si on a un jeune très sociable qui est toujours avec ses amis, puis là, finalement, on constate qu'il y a un changement de comportement, le jeune s'isole, le jeune va dans sa chambre, le jeune veut plus parler, veut plus faire ses activités habituelles. Oh, là, on a un changement et c'est plus à ce moment-là peut-être qu'on va s'inquiéter. Ta réaction peut être normale, ok? Ça n'empêche pas que c'est normal, mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il se vit quelque chose qui a peut-être besoin d'être accompagné. Donc, c'est souvent comme ça là, qu'on va distinguer peut-être un peu plus les jeunes qui ont besoin d'un suivi ou d'un accompagnement particulier, des jeunes qui finalement continuent à fonctionner relativement normalement. Euh, Ça peut varier dans le temps, évidemment, ce que je dis là. Fait qu'il peut y avoir des moments où il n'y a pas vraiment de réaction, pas vraiment de changement, mais ça peut évoluer tout au long de la maladie. Les réactions vont aussi varier selon la compréhension. Donc, je vous disais, on met tous les enfants d'une même famille ensemble pour annoncer, puis pour parler, puis pour expliquer. Mais c'est sûr que la compréhension d'un jeune de 4 ans versus un jeune de 15 ans ne sera pas du tout la même. Donc, c'est sûr que plus on est âgé, plus notre développement cognitif est avancé, plus en général on comprend tout ce que ça implique, puis on a une vision plus globale. Donc, vous avez une image d'éléphant ici, mais c'est souvent ce qu'on utilise pour illustrer, c'est-à-dire que l'adulte, lui, quand il vit la maladie, il voit tout ce que ça implique. C'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, là, puis là, il recevait tout ça en même temps, puis là, il voit que, oh, la maladie va faire ça, il va arriver tel changement, il va se passer telle chose, là, il voit l'ampleur des choses. Nos tout petits, ils voient pas l'éléphant. Ce qu'ils voient, c'est une toute petite partie de de ce qui arrive, puis petit à petit, c'est comme si le portrait va s'éclaircir, puis là, ils vont faire, ah, ok, c'est ça que ça représente. Vraiment, là, ils vont voir l'éléphant, là, ils vont comprendre la globalité de la SLA, mais ça va venir avec le temps. C'est important de comprendre que les réactions peuvent varier dans le temps aussi. Donc, si on a une maladie plus sur le long cours, mais c'est sûr que les enfants vont évoluer avec cette maladie-là et ça peut arriver que même si un enfant n'a pas beaucoup réagi pendant un certain laps de temps, mais ça peut arriver que parce qu'il comprend de plus en plus et qu'il y a une plus grande maturité cognitive, mais là, oh, la compréhension devient plus grande et ça suscite de nouvelles réactions. Donc, ça, c'est quand même important. Euh,
c'est sûr que nos adolescents qui se rapprochent de l'âge adulte, ben, ont plus la vision globale quand même de l'éléphant. Mais il faut se dire quand même que même s'ils comprennent ce que ça veut dire, ils sont quand même parfois très occupés par leurs autres tâches développementales, les changements hormonaux, la définition de l'identité. Donc parfois, ils sont pas capables de concentrer toute leur attention sur ce qui arrive aussi au sein de la famille. Donc, c'est ce qui fait que parfois, ils n'ont pas non plus tous les éléments pour voir l'éléphant au complet. Je veux nommer quand même que certains jeunes peuvent adopter un rôle de proche aidant au sein de la famille. Parfois, c'est un phénomène qui est sous-estimé dans le sens qu'on attribue plus le rôle de proche aidant souvent aux adultes. Mais nos jeunes peuvent être réellement des proches aidants parce qu'ils prennent une part plus grande de responsabilité à la maison, soit pour soutenir la personne qui est malade ou encore ça peut être pour soutenir l'autre adulte de la maison qui devient peut-être plus surchargé, qui doit s'occuper de son conjoint malade. Et donc, je veux simplement qu'on ait une vigilance par rapport à ça parce que nos jeunes, quand même, ont aussi la tâche, bon, d'aller à l'école, sont en apprentissage. On veut quand même qu'ils aient leur rôle d'enfant. Fait qu'autant tout à l'heure, je disais, c'est important de leur permettre de participer s'ils le souhaitent, mais il faut vraiment s'assurer aussi que ça respecte ce qu'ils sont capables de prendre, puis que le rôle de proche aidant, on ne leur impose pas, parce que ça, c'est sûr que ça peut mettre quand même une charge importante sur leurs épaules. Donc, parfois, c'est même de les aider à identifier qu'effectivement, ils sont des proches aidants parce qu'ils se reconnaissent pas toujours comme tels. Puis des fois, c'est les parents qui en ont un peu plus, mais des fois, c'est les jeunes eux-mêmes qui se mettent la responsabilité sur les épaules. Fait que parfois, il faut comme avoir une discussion avec eux, puis leur rappeler qu'en fonction de leur âge, on n'attend pas ça d'eux. Tu sais, que c'est pas nécessairement leur rôle à eux. Donc, je veux quand même soulever ce petit regard de vigilance-là, que ça peut être quand même une thématique importante à prendre en considération puis à aborder directement avec notre jeune. Euh, donc, c'est vraiment important de les sensibiliser, puis leur donner des outils aussi pour rester équilibrés. Fait que souvent, tu sais, quand on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut leur parler, fait que c'est beaucoup de les écouter, puis c'est de les sensibiliser, mais c'est aussi de voir, OK, comment toi, tu peux rester un enfant à travers tout ça? Comment toi, tu peux rester un adolescent? Puis j'ai pas de réponse toute faite pour ça. Ça va dépendre aussi de c'est quoi qui compose leur vie d'enfant puis leur vie d'adolescent, puis d'aller vraiment explorer avec eux qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils ont moins de temps pour faire. Donc, comment on peut trouver cet équilibre-là pour, oui, accompagner peut-être la famille dans la maladie s'ils le souhaitent, mais qui continuent finalement leur vie à l'extérieur, puis qui continuent à vivre justement leurs autres activités pour permettre leur développement optimal. Donc, si je résume et si j'essaie de rendre ça simple, parce que l'idée, c'est ça aussi, tu sais, des fois, on s'imagine que c'est très compliqué d'accompagner un jeune endeuillé. Je dis un jeune endeuillé, mais je veux parler plus des jeunes qui vivent la maladie. On s'en va peut-être vers le deuil, mais on n'est pas tout à fait rendu là. Mais aider le jeune, en fait, là, c'est vraiment d'avoir des grands yeux pour pour les regarder quand même avec confiance. Donc, les jeunes n'aiment pas ressentir la pitié, n'aiment pas non plus qu'on les mette à l'écart ou quoi que ce soit. Fait qu'on veut vraiment les regarder avec un regard de confiance. Mais c'est aussi d'avoir des grandes oreilles pour être prêt à tout entendre. Puis ça, c'est le grand défi parce que en tant qu'adulte, ben des fois on est on trouve difficile d'entendre parfois que nos enfants vont vivre des choses difficiles. Mais par contre, c'est vraiment d'accueillir tout ça. Euh, Puis tu sais, je vous parlais tout à l'heure des suivis qu'on offre à des jeunesses. C'est là où un professionnel parfois peut faire la différence quand parfois le milieu ne se sent pas apte à recevoir ce qu'il y a à être dit. Donc, on peut les offrir, nous, ces grandes oreilles-là, puis ces grands yeux-là de confiance. Mais parfois, le réseau est capable de l'offrir aussi. Donc, tous les adultes autour des jeunes ont quand même un impact là, important en accueillant finalement ce qu'ils ont à dire, en accueillant leurs réflexions, leurs questionnements, leurs émotions. Donc, vraiment, il y a beaucoup qui passe par l'accueil de ces réactions-là.
et une petite bouche. La petite bouche, c'est pour parler uniquement au moment important. En fait, c'est qu'on veut pas tant que ça être dans le conseil ou quoi que ce soit avec nos jeunes. L'idée, c'est vraiment plus de les accueillir, d'entendre leur vécu, d'aller normaliser, mais c'est pas nécessairement de leur donner une liste de ben, fais ça, réagis comme ça, accepte ça, fais telle chose. C'est pas nécessairement vers là qu'on veut les amener. Donc voilà, donc quelques concepts de base dans le fond pour mieux outiller nos jeunes, mieux aborder le sujet en famille. Je suis consciente qu'on est quand même à effleurer puis à vous donner des concepts globaux aujourd'hui. Notre ligne téléphonique, je le rappelle, j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais on peut vraiment vous offrir un soutien personnalisé, tu sais, sur comment dire, vous aider à mettre des mots en bouche parfois vous rassurer ou évaluer avec vous si les réactions sont inquiétantes. N'hésitez vraiment pas à nous appeler. On a une intervenante qui est là pour à chaque jour là, pour répondre à ce type de questions-là. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner là, si des besoins se présentent. Merci. Merci beaucoup, Justine, pour cette présentation qui vraiment donne beaucoup de bons conseils pour les parents, les grands-parents aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a du monde qui a des commentaires ou des questions à partager avec Justine maintenant? Je ne vois rien dans le chat. Oui, Isabelle, s'il vous plaît. Et oui, moi, je pourrais juste dire que je suis 7 ans après le décès de mon conjoint, puis j'ai consulté Deuil Jeunesse. C'est la première chose que j'ai fait quand on a appris la maladie pour pouvoir nous outiller. Et encore maintenant, là, je retire vraiment des bonnes informations de la conférence. Fait que merci beaucoup. Vous avez été très, très utile dans nos vies. Puis, j'ai aimé quand vous avez dit, la première chose qu'on nous avait dit, c'est que ça se peut aussi que les enfants n'aient pas besoin d'accompagnement. Mhm. Et que ça m'avait donné beaucoup d'espoir parce que quand on apprend un diagnostic comme ça, on pense que Oui. c'est la fin du monde, en tout cas certainement du monde comme on le connaissait. Mais il y a façon de le vivre avec l'espoir que ça peut bien se passer. Fait que, Oui. ouais. Puis je rebondis, je me permets de rebondir un petit peu là, sur le commentaire. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on accompagne des enfants qui vivent la maladie, il va y avoir des réactions qui vont venir dans le temps. Puis c'est sûr que là, il y a un décès qui survient aussi, puis tout ça, mais c'est des expériences profondément marquantes pour une famille puis pour des enfants. Mais effectivement, il y a de l'espoir. Puis l'idée, c'est ça aussi, c'est de pas faire que la maladie ou le décès deviennent des fatalités qui vont brimer le développement puis la qualité de vie. Puis je me permets de mentionner que, tu sais, il y a des moments, des fois un peu plus clés où on a besoin d'aide quand on apprend le diagnostic, mais parfois les besoins viennent vraiment plus tard aussi parce que ça continue à évoluer puis on le vit de façon différente. Mais il y a toujours de l'espoir, peu importe le moment, effectivement. Il y a des moments parfois plus difficiles, mais on peut les accompagner. Puis parfois, effectivement, là, en commençant, Isabelle disait, on nous a dit, ils n'ont peut-être pas besoin d'un accompagnement spécialisé. Ou, parfois, le réseau est suffisant aussi. Là, donc, puis des fois, c'est des moments clés qu'on a besoin d'une aide spécifique. Puis toutes les histoires sont possibles, mais oui, il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a des autres commentaires ou des autres questions pour Justine? Donc, je veux vraiment remercier Justine pour le temps qu'elle avait donné nous ce soir. Merci à vous.